Marie-Dominique Garnier est professeure émérite à l'Université de Paris 8, membre du laboratoire de philosophie, le LLCP. À côté de ses publications et traductions universitaires dans le champ des études de genre, de la littérature anglophone et de l'écriture philosophique, elle a dirigé et co-dirigé plusieurs collectifs sur l'écriture d'Hélène Cixous. Cixous sous X, Cixous partie de lecture, et publié un antidictionnaire sous le titre Alpha-genre. Elle a co-organisé récemment des colloques consacrés à la pensée de Félix Guattari, à René Scherrer, à Luce Irigaray en mai 2025. Elle est membre de la rédaction de la revue Chimère. En novembre 2024 a paru sous sa co-direction un volume de cette revue consacré à René Scherrer sous le titre René Scherrer en transversal. Chimère numéro 105. Elle a participé au numéro suivant sur François Tosquelles. Et l'analyse institutionnelle apparaît ce mois d'octobre et prépare une adaptation ou trafiction d'une chambre à soi sous le titre L'appart à part. Marie-Dominique Garnier, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Daniel. Est-ce que ça marche, le micro, ça ? Et merci surtout, Cécile, d'avoir porté ça à bout de bras. C'est vraiment très impressionnant, y compris cette salle et la Nouvelle-Aquitaine et toutes ces merveilles. Alors, l'écran, oui. Est-ce que j'ai l'impression que le son... Si, ça marche ? C'est bon ? Bien dans le micro ? Ok. Alors, bon, le mot-clé ici, ça va être effectivement Paris 8 Vincennes. Je ne sais pas si ce sigle parle encore en 2025, sachant que Vincennes a été éradiqué en 79-80 et que ça a déménagé à Saint-Denis dans le 9-3 et que très récemment, l'an dernier, ma fac a changé de nom. Elle s'appelait d'un nom utopique Vincennes à Saint-Denis, dystopique, et maintenant elle s'appelle Université des créations, et le nom de Vincennes a disparu complètement. Donc c'est à partir de cet effacement que j'essaye de parler et de vous livrer rapidement. Si je dépasse 30 minutes, faites-moi signe. Je vais essayer donc de traverser, je ne suis pas du tout juriste de formation, plutôt littéraire, et du coup j'essaye de traverser très vite ou de vous livrer une espèce de boîte à respirer rapidement avec de l'air en boîte de 68 que j'essaye de mettre en réseau avec les discours actuels, contemporains, les discours, la langue 2025, en particulier une partie de la langue institutionnelle que je ne maîtrise pas, mais qu'on peut trouver tout de même à l'état libre et citer à partir de sources. Donc j'essaye ici, à travers donc les études de genre, qui est mon dernier attachement, j'essaye de traverser un corpus de textes dont les auteurs ont en commun d'être vincennois ou ce qu'on peut appeler Paris 8ard, et d'avoir cherché tous à sortir l'enfance, tous et toutes, à sortir l'enfance de ces panoptiques. C'est un mot très important pour penser la misopédie, je crois, les panoptiques, à savoir le panoptique de la famille, le panoptique de l'école, le panoptique d'Oedipe. Alors, bien sûr, vous avez entendu déjà un certain nombre de ces noms, Foucault, Deleuze et Guattari, c'est intéressant qu'ils aient travaillé à deux, déjà, ça casse un peu le modèle unique du professeur ou de la professeure de philosophie qui pond son livre sous son nom. Scherrer, pareil, Scherrer et Hockenheim, c'est une espèce une symbiose à deux. Lyotard, Jean-François Lyotard. Bon, tous ces professeurs collègues forment effectivement une liste en apparence hyper masculine, masculiniste et adultiste, mais en apparence seulement. Je vais essayer de montrer qu'il y a de l'enfance dans leur écriture, et on peut bien sûr ajouter à ces noms des noms un peu plus féministes quand même, Hélène Cixous, des noms transféministes comme celui de Paul Preciado, Paul B. Preciado, qui est donc à partir de qui j'ai collé la deuxième partie du titre, Le pouvoir des petits, qui est le titre d'un article qu'il publie en juin 2024 dans Libération, et il s'intéresse au soulèvement, aux émeutes urbaines qui ont eu lieu à Nanterre en particulier après l'affaire Naël, le meurtre de Naël, et il montre en particulier à quel point ces soulèvements, ces émeutes urbaines sont le fait de jeunes, de très jeunes, qu'il appelle du nom elle se donne elle-même en verlan les typeux, les petits, les typeux. Comment justement contourner ce nom d'enfance, ce panoptique, cette misopédie de la langue, puisqu'on sait que enfance c'est qui ne parle pas. Et donc ces typeux, écrit-il, ce sont eux, elles, eux, qui ont mis le feu aux poubelles, qui ont pris d'assaut la rue en juin 2024. Et on peut se demander, bien sûr, je pense que Cécile en a parlé dans l'introduction, ceci est relié directement à ce qui s'appelle misopédie. Et donc on peut relier ça aussi à ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, si j'ai bien compris, l'été dernier à Limoges. Il y a eu aussi des émeutes urbaines. Donc qu'est-ce que c'est que... quel rapport ?
Alors, les noms que je vous ai donnés, ça fait beaucoup de noms, effectivement. Comment brasser en 30 minutes tout ce corpus de travail? Je tente quand même l'expérience. L'idée étant de faire résonner ces voix, dont je vais vous donner quelques morceaux, bribes, de les faire résonner avec la langue institutionnelle contemporaine. Par exemple, je prends une bribe volée à la loi Taquet de 2022, garantir le bien-être et la sécurité des enfants. On peut garder ça comme ligne de mire, balise. Naviguer avec cette balise-là, tout en gardant pas très loin les échos, pas si lointains que ça finalement, de 68. Comment réouvrir ces portes entrebâillées il y a 50 ans pour la plupart? Pourquoi les réouvrir? J'aurais envie en tant que sale gosse, justement, la porte est fermée, du coup je vais rentrer quand même. Pourquoi c'est fermé? Elles ont presque toutes été refermées, assez violemment, certaines sont condamnées et à juste titre, peut-être. Elles sont refermées au début des années 80 et se sont refermées en particulier avec MeToo. Alors là, il y aurait un autre chapitre à faire, mais l'historique de MeToo en France, c'est 2018. Comme si ça servait d'anniversaire à 68, alors qu'en fait la vraie date de MeToo aux États-Unis, c'est 2011. C'est Tarana Burke, justement une femme racisée, et pas une actrice blanche de Hollywood, qui porte MeToo. Bon, je referme cette parenthèse de date, et de la manière dont les médias redatent les dates, et font un espèce d'anniversaire de 68, qui finalement est un peu moins ébouriffant quand même que 68, même si c'est nécessaire. Bon, donc... en 2025, me semble-t-il, nous revenons quand même à un espèce de régime majeur, quasi monologique, traversé de retour à des termes comme l'identité, traversé d'opposition binaire, ça c'est un des effets néfastes de MeToo, puisqu'il y a des femmes et des hommes. Ah bon? En 68, c'était pas tout à fait le même discours. Par exemple, l'opposition même, on peut s'interroger d'ailleurs, et je pense que qu'est-ce qu'on fait ici, cette opposition binaire, somme toute, qui oppose les enfants et les adultes. C'est binaire, non? Bon, alors, des notions comme le sujet, par exemple, sont tenues pour tout à fait suspectes en 68. 68 fait partie de... Donc, ces voix-là militent contre la notion finalement cartésienne qu'on est un sujet qui dit « je ». C'est aussi ce que dira Butler au début de Gender Trouble. Elle écrit « Si seulement je pouvais écrire mes phrases sans commencer par un sujet ». L'important, pour le genre, c'est pas le nom. Le genre n'est pas un nom, dit-elle. Il faut commencer par un verbe. Dans la logique allemande, on peut faire ça, et le sujet peut arriver après. Enfin bon, elle voudrait déplacer l'ordre grammatical. En tout cas, il me semble que maintenant, on reparle une langue beaucoup plus normée qu'avant, avec des panneaux qui nous inquiètent plus qu'ils peuvent nous rassurer. J'essaie de, par exemple... Ah, qu'est-ce que j'ai pas réussi à... Ah, voilà. La protection, je mets ça en résonance avec la sécurité des enfants. J'ai toujours eu peur quand je traverse le campus d'Aubervilliers, je suis sous vidéoprotection, mais il n'y a rien qui me fait plus peur que la vidéoprotection, et du coup, méfiance quand même. Il y a des choses dont on peut... le panoptique est là, cette caméra braquée comme une arme sur un sujet infériorisé qui rase le sol. Voilà. Donc... je m'inquiète aussi, non seulement de ça, mais en entendant par exemple des sigles. Il y a une espèce de manie de siglaison qui quand même fait peur. Alors, est-ce que c'est un symptôme, un sigle? Par exemple, cette Convention internationale des droits de l'enfant, alors j'imagine qu'elle a d'autres noms dans d'autres langues, mais en français, qu'est-ce que ça donne? C'est IDE? Ça vous fait pas peur? CID? Alors moi, en tant que littéraire, j'entends immédiatement une espèce de résonance malsaine avec CID. Qu'est-ce que ça veut dire, CID? Il me semble que ce nom, surtout quand on le dit, en fait, ça s'appelle l'acide. L'acide, là, franchement, je ne suis pas très rassurée. On peut jouer là-dessus, mais il me semble qu'il aurait été quand même souhaitable de mesurer les effets potentiellement toxiques de ce choix de sigle en CID. Voilà. Bref, ça fait peur. Alors, retour à 79, Michel Foucault publie... Il y a effectivement cet entretien qu'on a évoqué hier qui s'appelle « La loi de la pudeur », qui est publié ensuite dans une revue sous le titre « Fou d'enfance », qui est une revue introuvable et pour de bonnes raisons sans doute. Alors, le contexte, bien sûr, était très différent. Il s'agissait en partie, j'ai pas relu ce texte hier, mais en partie de dégager, de montrer la discrimination injuste entre les rapports de sexe entre personnes discriminées comme homosexuelles. Il y avait 2 âges différents pour autoriser les rapports sexuels, 15 ans pour les rapports hétéros et 18 pour les rapports homo. Et du coup, c'est dans ce contexte-là que Hockenheim, Scherer et d'autres se battent pour ramener l'âge à 15 ans. Et du coup, Foucault parle, entre autres, de délits tels que, je cite, « l'attentat à la pudeur sans violence contre mineurs ». Fin de citation. Et voici ce que dit Foucault.
Donc il dit que c'est injuste que ce soit diversement sanctionné selon le sexe des personnes impliquées, et il ajoute, je cite, « La loi était destinée à défendre la pudeur », et Foucault ajoute avec son style inimitable, « On n'a jamais su ce que c'était que la pudeur ». Et du coup, alors ce qui l'intéresse, c'est de montrer qu'il y a un certain flou, non pas artistique mais juridique, et que ce flou est utile puisqu'il dessine la mise en place d'une législation adressée à une population désignée comme fragile, avec, je cite, et là on retrouve l'espèce de pulsion anti-Oedipe, anti-psychanalyse de l'époque, avec, je cite, tout un savoir psychiatrique et psychologique, imbibé d'une psychanalyse de bonne ou de mauvaise qualité. Méfiance, donc, qu'on retrouve au début de La volonté de savoir, où Foucault s'en prend à ces personnes qui mettent leurs oreilles en location. Donc il y a une espèce de critique implicite du rapport psychanalytique par lequel il est passé brièvement. On pourrait dire de même donc que, alors, en 2025, en entendant des mots comme bien-être, sécurité des enfants, que c'est à peu près aussi flou, il y a également un flou dans ces mots, qui ressemble à celui, au même flou que pudeur. On est entouré de mots comme ça, qui sont apparemment des mots innocents, le vivre ensemble. C'est bien, mais est-ce qu'on est ensemble ? Où sont les ensembles, si ce n'est les grands ensembles qui, justement, séparent les gens bon. Alors, comment faire pour réouvrir la boîte des années 50 et la brancher sur nos langues à nous maintenant ? Il y a eu une très importante production conceptuelle dans ces années-là, en philosophie, notamment dans des textes qui réinterrogent des mots qui courent toujours dans notre langue à nous, comme mineur, minorité. Et c'est important de réouvrir l'anti-Oedipe, au moins, donc ces deux volumes de Deleuze et Guattari, Capitalisme et schizophrénie, avec ces espèces de polysyllabes effrayants et cette épaisseur de bouquin. Mais en fait, alors l'anti-Oedipe ne se lit pas sans une dose de Doliprane, mais l'autre va mieux. 1000 plateaux, c'est mieux. Bon, enfin, c'est plus facile à lire quand on est non philosophe et non psy. Toujours est-il que là-dedans, Deleuze et Guattari cherchent à contourner le sujet enfant et publient sous... donc on va revenir sur ce texte, et on trouve aussi les mêmes effets de contournement dans la langue de Scherrer, qui publie un livre qui s'appelle Enfantine en essayant de chanter un air d'enfance, et lecture d'enfance sous la plume de Jean-François Lyotard en 1995, plus tard. Je cite rapidement Lyotard, qui est repris par Scherrer. Nous vivons, pour Lyotard, dans une société qui a peur de son enfance, comme elle a peur de toute minorité, et qui cherche à faire tenir cette enfance dans une case. Et on peut en reparler d'ailleurs à propos de l'intersectionnalité. Est-ce que d'une certaine manière, l'intersectionnalité, bien sûr, il ne faut pas jeter tout, mais il y a aussi un retour de l'effet de case, c'est-à-dire d'assujettissement et de réflexion à partir d'un sujet. Alors que ce que cherchent à faire Deleuze, Guattari et d'autres, c'est se débarrasser ou rendre le sujet beaucoup plus, le mettre en flux d'une certaine manière, et s'intéresser non pas aux formes, mais aux forces qui traversent, aux lignes de force, traversières, transversales. Du coup, on cherche effectivement, dans une logique de la minorité, à faire tenir l'objet, le sujet, dans une case, une classe d'âge, un stade de développement, une phase. On pourrait aussi citer Derrida, qui a écrit à la même époque, en 1974, un très beau texte, plus difficile à lire. C'est un livre cassé avec des colonnes. Le livre s'appelle Glas, et il fait résonner Hegel et Genet. Et Derrida essaie de faire jouer ces deux langues incompossibles. Glas, montre-t-il, avec son habitude de décortiquer les mots à partir de l'étymologie, il montre que Glas, ce drôle de mot qui est une espèce de son de cloche, mais ça sent aussi un peu la mort, Glas, il le met en résonance avec classe, et il montre que c'est le même mot en latin, classe, ça a donné Glas. Et donc il va faire jouer tout ça et essayer de faire exploser justement la langue de la classification, la langue des grilles, qui n'est autre qu'une langue hegelienne, va-t-il dire, et il s'en prend à ce nom dans les premières pages du philosophe Hegel, pour le transformer avec une prononciation française qui avait cours à l'époque, Hegel, et il s'amuse bien sûr à en faire une espèce de gel, à faire fondre la masse, la puissance philosophique de la métaphysique hegelienne, dont on trouve des traces d'ailleurs dans la trinité de nos plans de dissertation, quand on enseigne la forme idéale d'un plan de master en 3 parties, thèse, antithèse, synthèse, on est chez Hegel. Scherrer, lui, va reprendre la notion du philosophe Alain, le peuple enfant, en la contournant. Pour Alain, qu'est-ce que c'était que le peuple enfant ? Alain
imaginait donc construire une république de citoyens éduqués à partir de classes d'enfants scolarisés, arrachés à la mainmise familiale. Scherer reprend la formule peuple-enfant, comment on construit un peuple-enfant, mais avec Hockenheim, donc, ils imaginent tout à fait autre chose que l'école républicaine, et pour eux, ce n'est pas du tout à l'école qu'il convient de socialiser l'enfant. L'enfant fait partie pour eux de bandes, c'est une multiplicité, ils pensent en termes de meutes, de bandes. Et alors, on comprend bien sûr en quoi ces bandes font peur, mais ils s'appuient sur des textes de Victor Hugo, par exemple. Je reprendrai tout à l'heure une citation. Scherer donc développe ce qu'il appelle une politique mineure. Il donne un autre sens au mot mineur. Il développe une politique mineure de l'enfance qui ne consiste surtout pas, et là, ça serait l'opposé du travail de John Hall. En fait, Scherer n'est pas du côté de donner le vote aux enfants. Il ne s'agit pas de ça, parce qu'avec ça, dit-il, j'imagine, s'il était là, on fabriquerait des mini-adultes. Il essaye au contraire de capter des flux d'enfance, une force d'enfance, si on peut dire, de manière à majorer les forces de la. Il cherche à faire rentrer au contraire l'enfance dans l'adulte, à laisser rentrer la puissance d'agir, les puissances transversales de l'enfance, par exemple, tout simplement les puissances d'amitié. C'est ce que dira aussi Foucault. Créons des relations d'amitié plutôt que des relations de couple. Est-ce qu'on peut adopter son ami légalement? Est-ce qu'on peut adopter un adulte? Je ne suis pas sûre. Mais bon, créons d'autres relations, inventons autre chose et laissons entrer des puissances d'amitié dans un corps social adulte. Autrement dit, il faut minorer la société dans son ensemble, arracher la notion de mineur à celle d'une classe d'âge. Et minorer, on a compris, ça devient maintenant un geste positif. C'est le contraire d'infantiliser, c'est laisser rentrer des flux désidentifiés à distance critique de ce qu'on appelle adulte. D'ailleurs, on peut se demander en quoi on est adulte à partir du moment où on passe nos journées à cliquer et à poser nos doigts sur des espèces de gommettes repositionnables sur un écran. C'est vraiment infantilisant, je trouve. Toutes ces icônes, c'est très joli, les icônes en couleur, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces icônes qu'on colle comme des gommettes sur nos téléphones? En tout cas, il y a tout juste 30 ans, juste avant sa mort, Deleuze écrit un très beau texte dans lequel il revient à l'enfance, en publiant, donc ça c'est 3 pages, L'immanence, une vie. C'est un drôle de texte. Et le mot le plus important dans l'immanence, une vie, c'est une. Il refuse le possessif. C'est pas ma vie, nos vies, c'est pas ça du tout. C'est intéressant d'ailleurs de voir que dans la langue contemporaine, les possessifs reviennent à tout bout de champ. Quand on est à la gare d'Austerlitz pour prendre le train, votre gare est en rénovation. Attendez, c'est pas ma gare. Pourquoi c'est possessif partout? Il y a du possessif absolument partout. Et du coup, Deleuze joue sur l'importance de déposséder et de remettre de l'indéfini, un article indéfini, une vie, de manière à la rendre transversale. Il cherche à défaire le logos de toute trace de possession, de personnalisme. Et voilà ce qu'il écrit sur les enfants. Les tout petits enfants, sont traversés d'une vie immanente qui est pure puissance et même béatitude à travers les souffrances et les faiblesses. Fin de citation. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces flux? C'est bien sûr, on rejoint bien sûr les bandes d'enfants que Deleuze et Guattari vont conceptualiser. Un de leurs concepts dans le devenir animal ou le devenir enfant, dont on a un peu parlé hier, le devenir animal. Un de leurs termes importants, c'est l'idée de meute ou de multiplicité. Et donc, à l'opposé de l'étymologie qui condamne l'enfant au mutisme, infance, des recherches récentes sur les langues des nourrissons ont montré que le babil du très jeune enfant, du tout petit, contient justement en acte, et pas seulement en puissance, toutes les langues du monde. Mais bon. Alors, de ce rapide survol, ça c'est une introduction, mais je vais me dépêcher, il ressort que si on entrebâille les portes, si on entrebâille ces années 70, on trouve quand même des pensées critiques autour de l'enfance qui cherchent à contourner le mot d'enfant, à le faire parler autrement que comme une fabrique de mutisme. Donc on a peuple enfant, enfantine, enfance majeure, devenir enfant, je vais en reparler. La formule est très importante et elle prête à confusion parce que devenir, on a envie de le comprendre comme une transformation au fil du temps, une chronologie, une évolution, alors que c'est tout le contraire, ça n'a rien à voir avec une évolution et surtout pas avec le temps. Ils prennent par exemple l'exemple de Alice au Pays des Merveilles qui avale sa fiole pour devenir toute petite au début, et ils disent c'est pas en même temps qu'elle est grande et petite, mais elle devient
grande et petite en même temps. C'est une logique un peu paradoxale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce devenir ? Je me dépêche. En 5 minutes. Et donc, il y a toute une série de termes, devenir molécule, devenir imperceptible. Chez Lyotard, même contournement, plutôt que infants, Lyotard va chercher infantia et créer un concept pour résister à la condition d'enfance, qui n'est autre, dit-il, qu'une réduction au silence par les institutions, que Lyotard qualifie de terroriste. Alors là, c'est un mot assez violent. C'est donc... J'essaie de retrouver la citation, mais bon, je vous dis ça rapidement. On entend par terreur, Lyotard, on entend par terreur l'efficience tirée de l'élimination ou de la menace d'élimination d'un partenaire hors du jeu du langage. L'orgueil des décideurs revient à exercer cette terreur. Foucault, alors pour sa part, lui, avait prévu, donc je vais zapper, il avait commencé un volume qui s'appelle La croisade des enfants, et puis c'est resté sous forme d'archives, mais donc il s'est exprimé sur l'enfance. Je reviens au texte sur la loi de la pudeur, et il y a quelque chose qui lui paraît parfaitement contradictoire. Voilà ce qu'il écrit. L'enfant dès 13 ans peut être admissible à une sanction pénale, car considéré comme capable de discernement, mais cette frontière d'âge ne s'applique que plus tardivement en matière sexuelle. Pourquoi 13 ans, etc. À savoir à 15 ans, etc. Du coup, alors, comment redonner voix à l'enfance ? Je vais très vite en quelques minutes. Laisser parler cette enfance plurielle, ce flux d'enfance qui ne doit pas être arraisonné dans des grilles, dans des classes d'âge. Et si je passe rapidement par les... J'aurai pas le temps, mais une recherche en dictionnaire arrive à des mots qui sont aussi des impasses. Gamin, si vous cherchez dans le dictionnaire, mot d'origine inconnue. On le retrouve dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Gamin, groupe de petits sauvages va-nu-pieds qui ont de tout temps battu le pavé de Paris, 1832. Gosse, même impasse, mot d'origine inconnue, peut-être dérivé de l'occitan, petite chienne, gossa, ou altération de l'italien gonzo, stupide. Kid, en anglais, si on cherche, pareil, il y a un animal caché derrière, c'est le chevreau, petit animal. Et child, ça viendrait d'une partie du corps féminin, ça viendrait de fœtus, un mot qui veut dire fœtus. Donc pour échapper à tous ces mots qui sont autant d'impasses, ces mots de la langue que Derrida a appelé le phallogocentrisme, autre nom peut-être, cryptonom de la misopédie, on peut faire un rapide détour, là je vais vraiment aller très vite, par Deleuze et Guattari, qui eux ont fabriqué toute une boîte à outils qu'on peut reprendre, des concepts, dans Mille plateaux, l'anti-Oedipe. Pas de sujet, on n'a pas besoin de sujet, on se débarrasse de ça parce que derrière il y a des cartes, je pense donc je suis, essayons de faire sans, autrement, et de déployer tout ça au-delà de l'individu, au-delà, enfin du côté du pluriel, des multiplicités, et en deçà, du côté d'une logique des affects, d'une langue préverbale. Deleuze et Guattari cherchent à extraire le moi de sa gangue trinitaire, papa, maman et moi, à repenser le sujet en tant que non individuel, et là on est englué dans l'inverse, ces machines dont les noms commencent toutes par iPhone, ce qu'on veut. Et du coup, Foucault aussi contourne le mot sujet pour se retrouver avec une pensée beaucoup plus complexe où il parle en termes d'assujettissement et de subjectivation ou resubjectivation. Et donc on a ces forces qui tirent de manière non dialectique et complexe. Pour Guattari, même chose, la subjectivité n'est pas la même chose que le sujet. Elle n'a rien d'un principe unificateur qui existerait face aux choses, ces choses qu'on appelle en allemand, je crois, Gegenstand, ce qui est en face de moi. Oublions ce modèle de les choses en face de moi. Il y a une traversée plutôt des choses. Et donc la subjectivité pour Guattari relève d'une productivité, d'un mouvement ou d'un mouvementement, pour reprendre le titre d'un livre magnifique d'une danseuse trans qui s'appelle Emma Biget. Et donc le sujet, la subjectivité est partielle, pré-personnelle, polyphonique, et la psychanalyse donc se renomme psychoanalyse et doit sortir de la triangulation. Je cite très vite un texte écrit avec Sueli Rolnik. C'est dès l'enfance que s'instaure la machine de production, de subjectivité capitaliste, dès l'entrée de l'enfant dans le monde des langues dominantes, avec tous les modèles, tant imaginaires que techniques, dans lesquels il doit s'insérer. Bon, je saute. Alors, Guattari défendait les mérites de l'école Freinet, par exemple, en disant justement qu'on pouvait chercher du côté plutôt d'un système coopératif, liberté d'organisation, ouverture sur le monde extérieur, et ça, c'est un des mots les plus importants, le dehors, laisser rentrer le dehors.
L'anti-Oedipe appelle aussi à sortir du théâtre. Pourquoi faire de la psychanalyse en s'enfermant chez papa-maman? Il y a peut-être autre chose avec. On aime aussi sa bicyclette. Je résume rapidement. Il s'agit par exemple de montrer, ils ont critiqué Freud qui est resté sourd, disent-ils, à ce que disait un enfant, Sergueï Pankeïev, l'homme au loup, qui rêve d'une meute de loups dans un arbre, 6 ou 7 loups. Freud réduit ces 7 loups à un seul. Voilà, et donc c'est le père, évidemment. Et Deleuze et Guattari disent ce que n'importe quel enfant sait. Une minute. Ce que n'importe quel enfant sait, Freud ne le sait pas. Ça tombe bien, j'ai bientôt fini. Je vais terminer peut-être avec une ou deux citations. Rapidement, la machine. Je voudrais terminer sur une partie littéraire rapide. Donc, qu'est-ce que c'est que ces machines que nous implantent les... ça marche. Voilà, ça c'est la chose d'avant. Qu'est-ce que c'est que ces machines de visagéité qu'on nous implante? On nous implante des binarisations, des binarités obligatoires. La machine de l'enseignement obligatoire ne communique pas des informations, mais impose à l'enfant des coordonnées sémiotiques avec toutes les bases duelles de la grammaire, masculin-féminin, singulier-pluriel, substantif-verbe, sujet d'énoncé, sujet d'énonciation. L'unité élémentaire du langage, l'énoncé, c'est le mot d'ordre. Dans tout mot d'ordre, et là c'est un peu plus loin dans le texte, dans tout mot d'ordre, même d'un père à son fils, il y a une petite sentence de mort. Verdict, disait Kafka. Alors, le devenir enfant, à l'opposé de ça, c'est aller chercher du côté, non pas de ces forces-là, mais du côté du moléculaire. Une très belle citation, mais elle est un peu opaque, je vous la livre quand même. Les enfants ne tirent pas leur force du statut molaire qui les dompte, ni de l'organisme et de la subjectivité qu'ils reçoivent, ils tirent toute leur force du devenir moléculaire qu'ils font passer entre les sexes et les âges. Devenir enfant. Alors, j'ai pas le temps de commenter un mot pourtant important qui est la minorité, mais Deleuze-Guattari dans 1000 plateaux donne une autre définition du mineur, de la minorité. Il faut pas parler de minorité en tant que bloc binaire avec d'un côté le majeur, de l'autre le mineur, puisqu'on se retrouve dans le binaire, on est encore à l'école comme un enfant sage. Ils disent qu'on doit distinguer entre le majoritaire d'une part, les minorités comme sous-système et un autre mot, un adjectif, le minoritaire comme devenir potentiel et créatif. Et du coup, le minoritaire pour eux, c'est ce qu'on ne compte pas, c'est ce qui relève des mathématiques du non comptable, du non dénombrable. Impossible de compter, c'est un ensemble flou. C'est des maths, mais c'est relativement facile à comprendre, même sans thèse de mathématiques, un ensemble flou. Et du coup, page 587, les minorités constituent des ensembles flous non dénombrables, et ça rejoint ce que disait Lyotard à propos de infantia, il cherche dans la langue des forces de résistance. Il dit, effectivement, l'enfant ne parle pas, mais par contre, il a une voix, il ou elle a une voix. Il n'a pas de langage articulé, mais il a un timbre, une phonée, un son continu, des inflexions. Cette phonée est performative, elle est l'affect. Les affects de la phonée, je cite, squattent en silence les significations référentielles. Et dernière citation, c'est celle-ci, c'est une espèce de conclusion. Alors, comment chercher dans la langue officielle? Alors, en Suisse, il y a 4 langues, et du coup, les enfants, quelque part au fin fond de la Suisse des Grisons, je vous aurais reconnu le mot enfant, pardon. Là, un panneau. Je trouve qu'il y a une certaine poésie là-dedans, dans cette langue mineure, avec du if et du faune. Bon. Et alors, en portugais, je ne sais pas trop comment ça se prononce, crianças, je trouve ça aussi magnifique. On peut changer et trouver d'autres mots, ça crie quelque part. Mais une dernière page en conclusion qui vient de. Pardon, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça du tout. Ah, je me suis trompée de sens. Non, je me suis trompée, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est un peu long, je ne vais pas le lire. Ça vient d'un livre d'Hélène Sixou, qui a écrit en 2000, qu'elle met du temps à écrire, qu'elle a du mal à écrire parce qu'elle parle de son premier enfant, qui est un enfant mongolien, un enfant trisomique. Et elle parle de cet enfant dans ce très beau texte qui s'appelle « Le jour où je n'étais pas là », qu'on peut entendre aussi comme une critique du jeu, il n'y a pas de jeu. Le jour où je n'étais pas là. Et elle imagine une conversation entre la narratrice et quelqu'un qui lui demande « Vous avez combien d'enfants ?» À la question du nombre, donc je vais citer juste la dernière phrase, à la question du nombre, voici ce que dit la narratrice « Vous avez eu des enfants ?»« Oui. Combien ?» Ah, ça dépend. Depuis l'apparition de mon fils, l'agneau aux mains palmées, Ked, l'agneau, il y a impossibilité. Depuis l'arrivée imprévue de mon fils l'impossible, je ne puis dire combien sans que le mot
se fendent. L'enfant aussi, fendu, tout fendu et défendu par le dedans. Combien d'enfants? Donc voilà, j'arrêterai là sur cette citation. 5 minutes. Bonjour, merci donc de nous avoir rappelé ces auteurs si importants et qu'on ne connaît pas toujours assez et avec lesquels on dialogue sans forcément le savoir. J'ai repensé en particulier à la communication de Lisa Pinazzo et aussi au livre d'Yves Bonardel qui nous a présenté aussi l'an dernier son travail sur la minorité. Nous avons quelques minutes pour une ou deux questions. Oui, j'aurais une question. Vous avez plusieurs fois, essayé de dégager un imaginaire positif de l'enfance. Ça nécessite aussi de définir ce qu'est l'enfance. Et aujourd'hui, dans les milieux enfantistes, on a une tendance aussi à avoir une approche existentialiste de la construction de l'enfance comme phénomène social. Comment est-ce que vous positionnez sur cet axe-là? Est-ce qu'il est plus pertinent d'avoir une approche d'imaginaire d'enfance qui permettent aussi d'avoir des imaginaires antipédagogiques en fin de compte, ou est-ce que l'approche existentialiste est plus pertinente, et comment ces deux approches se conjuguent en gros? Comment ces deux approches se conjuguent, c'est ça. Il y a un mot qui me met pas à l'aise, c'est existentialiste, parce qu'effectivement on est dans un autre bloc de culture philosophique où le verbe exister, l'ontologie, le verbe être est dominant. Et bien sûr, avec ces personnes qui écrivent après Sartre ne travaillent pas avec les outils de l'existentialisme du tout. Du coup, je ne suis pas sûre de comprendre votre question. De même, construction, c'est un mot glissant qu'on emploie bien sûr en sciences sociales, la construction. Mais en fait, ce que cherchent à faire ces voix-là, c'est à entrer en déconstruction. Et bien sûr, déconstruction n'est pas le contraire de construction. Parfois, ça veut dire la même chose. Donc, il y a des déplacements philosophiques. Mais selon qu'on parle la langue de la sociologie ou de la philo, on ne se comprend pas toujours. Mais donc, oui. Oui, bonjour. L'intitulé de votre intervention, c'était des 70s, pouvoir des petits. Et donc, je pose la question directement. Est-ce qu'aujourd'hui, les auteurs cités, hier, il y a une intervenante qui a évoqué la pétition, c'était pas une pétition, j'ai pas le mot, mais qui avait été signée pour soutenir, j'ai oublié son nom, quelqu'un qui était condamné pour pédocriminalité. Est-ce qu'aujourd'hui, la plupart de ces penseurs seraient audibles? Parce qu'à l'époque, ça a été dit pour Foucault, il y avait quand même je vais utiliser un euphémisme, une tolérance pour ce qui aujourd'hui est considéré comme une atteinte intolérable à la dignité de l'enfant, la pédocriminalité notamment. Donc aujourd'hui, est-ce que quand on les revisite, est-ce qu'ils peuvent toujours être pertinents, ou est-ce que ça les décrédibilise? Voilà. Ou est-ce que ça les décrédibilise? Justement, j'ai essayé de les faire réentendre en espérant que quelque chose pourra encore être entendu. Si on les réduit au silence, ça veut dire qu'on leur fait subir le même sort qu'aux enfants. On les appelle des non-parlants. J'essaye de les faire reparler en me disant qu'une boîte fermée qu'on nous interdit d'ouvrir, c'est toujours suspect. Et à partir du moment où quelque chose est interdit, il est interdit d'interdire. On retrouve les murs parlants de 68 et du coup, par esprit de... Je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui maintenant ne passeraient plus, mais il y a quand même des puissances libérées à cette époque-là qu'il n'est pas nécessaire de... Enfin, pourquoi se mettre des œillères et pourquoi ne pas entrer en dialogue? C'est justement parce que j'ai dit, je demande juste, il ne s'agit pas d'un appel au silence ou à la censure, mais est-ce qu'on ne contextualise pas assez? Parce que quand on entend Foucault, par exemple, même aujourd'hui, j'ai pas l'impression que on accorde pas mal d'importance à ce qu'il a pu défendre et qui n'est pas très comment dire ça, j'ai pas le mot, mais il y a une part d'ombre quand même dans ces penseurs
Et on a l'impression que c'est quand même pas souvent dit. Est-ce qu'on peut pas contextualiser ? Il s'agit pas de censurer, encore une fois. Ouais, on peut pas justement juger en noir et blanc. On veut dire, on peut pas dire que Foucault, effectivement, il y a beaucoup de choses dans Foucault, et c'est pas un hasard si quelqu'un qui s'appelle Foucault commence sa vie d'écrivain en écrivant un livre sur la folie. Il y a quand même un engagement du nom propre. Il y a un devenir Foucault. Foucault. On peut travailler beaucoup sur le nom propre, mais c'est ce que font les psychanalystes, me semble-t-il. Mais du coup, on peut pas résumer Foucault facilement. Il y a des Foucault, c'est un pluriel, un Foucal, des Foucault, peut-on dire. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il faut voir quand même les forces de résistance qui sont par exemple signées aujourd'hui Michel Onfray ou Guy Sormand, qui n'ont rien trouvé de mieux que de traiter Foucault. Il y a un livre absolument abject qui est sorti sur Foucault il y a 2-3 ans, je crois, de Guy Sormand, montrant des activités suspectes dans un cimetière à Tunis. Bon, c'est vraiment des choses abjectes qui viennent en général des forces les moins progressistes. Je préfère ne pas prononcer les noms. En tout cas, Onfray récemment a publié un texte, je crois, sur Deleuze et Foucault, antisémite. Enfin, c'est vraiment des choses. Deleuze et Guattari, c'est vraiment absurde. Donc, c'est bien de lire. En fait, ces textes sont difficiles à lire, ça prend du temps. Mais je pense qu'il faut se méfier des jugements binaires et du retour du noir et blanc. Effectivement, il y a sans doute des choses qui ont été dites dans ces années-là qui ne méritent plus qu'on s'y intéresse, mais il y a des gens qui, par exemple, Preciado a relu ces auteurs. Ce que Preciado appelle somatopolitique, c'est une manière de reparler de biopolitique et de toutes ces molécules qui nous traversent. Lui a travaillé sur la manière dont, par exemple, nos corps sont travaillés par des médicaments, des molécules qui nous modifient, etc. Mais un de ses livres récents a été écrit. Donc, il a écrit une postface au désir homosexuel de Hockenheim. En espagnol, ça s'écrit terror anal. Désolé pour mon mauvais accent. Anal terror en anglais. Et si on cherche la traduction française, elle est annoncée pour dans 50 ans. Il y a une page, j'avais trouvé, c'est pas publié, il y a un bug dans les logiciels sur Internet. C'est intéressant de chercher la date de sortie de Terreur anal. Donc il y a quand même une espèce de censure implicite, ne serait-ce qu'au niveau des dates de sortie, des traductions, comment on traduit un livre, comment on le lit. En tout cas, si on cherche, voilà. Bien, merci. Merci beaucoup. C'est vrai que peut-être qu'il y a en tout cas, on ne peut pas ignorer ces auteurs, et peut-être qu'il y a un droit d'inventaire à exercer, qui est encore autre chose qu'une censure, mais reparcourir et les connaître et les critiquer aussi. Et aussi accueillir toute la résistance qu'ils ont pu effectivement apporter. Il y a une complexité à penser. Je vais donner la parole à... Oui, Marc-André, on a alors 30 secondes, mais parce qu'on a dépassé le temps. Comment ? Le bouton rectangulaire. Ah oui, d'accord, ça y est, voilà. Mais alors, 30 secondes. Oui, 30 secondes. En fait, je voulais peut-être faire une remarque en écho à ce qui vient d'être dit, parce que je trouvais effectivement que c'est important. Je pense à un auteur que vous avez cité, qui est Jean Genet, et sur lequel j'ai vu un film récent qui s'appelle Little Girl Blue, où la réalisatrice Mona Achache parle justement de ce que ce Jean Genet a fait subir à sa mère. Donc c'est une forme de viol, très clairement. Et ça pose la question en fait de l'univers dans lequel ces auteurs, à une époque, sans généraliser, mais on a quand même un certain nombre d'exemples, de la manière dont ces auteurs envisageaient l'enfance pour être amenés à s'autoriser à en abuser, ou à abuser de femmes peut-être un peu plus âgées, dans un contexte finalement où il s'agit effectivement de reproduire des situations de domination qu'on essaye ici de déconstruire avec la notion de misopédie. Donc évidemment, c'est pas le moment pour déconstruire tout cela, mais comment est-ce qu'un penseur ou des penseurs qui essaient de penser l'enfance en termes de décolonisation en arrivent, pour des raisons qui, à mon avis, relèvent de leur histoire personnelle, comment ces personnes en arrivent à en abuser
n'est-ce pas? Et je pense que ça devrait faire, ça fait partie bien entendu du regard qu'on peut poser sur des mécanismes subtils de domination et de misopédie qui avaient lieu, qui aujourd'hui sont dénoncés à juste titre, me semble-t-il, dans ces fameuses années de libération, d'ouverture, de décolonisation qui étaient les années 60-70. Merci Marc-André. Et puis il y a eu aussi de grandes erreurs dans ces années-là. Enfin, c'était une époque d'immense confusion également. Il y a eu des gens qui adoraient Mao, etc., un des pires tyrans de l'humanité. Bon, donc en tout cas, on ne peut pas faire l'économie de ce travail. Merci de nous l'avoir ouvert, de nous avoir invités.